j'ai ressorti une vieille malle dont je parle dans Petite déclaration d'amour, une malle que j'avais enfermée parce que je me suis fait du mal aussi avec cette affaire de magie, de spiritualité au début. Je pratiquais la magie blanche en fait, pendant très longtemps. Mais là, devant l'inconcevable, j'ai fait tout ce que j'ai pu. J'ai invoqué tout ce que j'ai pu. J'ai fait du recouvrement d'âme. J'ai fait de l'exorcisme, on pourrait dire, sans avoir certainement les compétences pour. Lui, ça l'a sauvé le soir même. Il se réalimentait. Alors moi, j'ai mis 10 ans à m'en remettre. Wow. Merci d'être avec nous. Voici une nouvelle rencontre que vous allez partager, commenter, parce que vous le connaissez, parce que vous le suivez bien sûr sur les réseaux sociaux et en particulier sur sa chaîne YouTube dont on va parler. Et puis alors parce que j'ai eu le plaisir surtout d'être accueilli chez lui, admirablement bien accueilli. On a eu un très bel échange, un beau moment de partage et je me suis dit, allez, on renvoie la balle parce que son parcours de vie est assez singulier et il a cette gentillesse incarnée qui fait qu'il fait partie de ces gens qu'on a envie de recevoir, avec lesquels on a envie de prendre un pot, de discuter, de partager de spiritualité. C'est Frédéric Barbet. Salut Frédéric. Salut Marc. Quel bonheur de te recevoir. Merci de m'accueillir. On échange. C'est ça, je me demande bien à quelle sauce je vais te manger aujourd'hui. Oh, il n'y a pas de sauce, tu sais, voilà, c'est surtout pas une sauce piquante, c'est juste une sauce de partage. Ouais. On a fait une émission ensemble sur ta chaîne YouTube et j'avais été profondément touché et je me suis dit ce mec est assez spécial. Est-ce que d'abord tu te considères comme quelqu'un de spécial? Plutôt comme quelqu'un d'ordinaire à qui il arrive parfois quelques expériences ouais. un peu extraordinaires, mais avant de m'installer ici, je me disais mais au fond qu'est-ce que je vais bien pouvoir leur raconter parce que je me sens tellement ordinaire. Mais ton parcours est assez incroyable. Ton parcours est assez incroyable, il est jonché également d'épreuves, de résilience, et je trouve que ça mérite d'être évidemment évoqué. Hypnothérapeute, praticien en psychothérapie transpersonnelle, je vais y arriver. Ouais. Et alors on a mis un titre, l'image est passée il y a 2 secondes, de la banque aux thérapies transpersonnelles. C'est assez fou parce que tu as eu une première vie à la banque. Et puis assez longue, parce que il m'a fallu 16 ans pour comprendre que c'était peut-être pas l'endroit où je devais rester. Ouais. Mais encore une fois, j'ai tellement aucun regret parce que je l'ai fait avec qui je suis, quoi. Moi, j'aime les gens profondément, j'aime l'humanité, et dans ce métier de banquier, j'ai bien compris que je pouvais aussi les aider. J'ai accompagné plein de professionnels, des particuliers à monter des projets. Je l'ai fait avec qui je suis, et bon, ça fait 10 ans que je suis parti, et en 10 ans, le monde de la banque a aussi beaucoup changé. Je sais pas si je pourrais encore le faire maintenant. Mais j'étais assez impalpable, assez insaisissable, ce qui embêtait bien ma hiérarchie. Je l'ai fait avec beaucoup de liberté. Et il a fallu quelques épreuves pour comprendre quand même. C'était pas le meilleur chemin pour moi. C'était pas le meilleur chemin. On va voir entre les burn-out et parce que t'en fais 2 successifs, 2005-2007, c'est ça? Pour bien comprendre. Non, mais sérieux. Et c'est ça où je me dis, mais c'est quand même incroyable. Quand t'en prends un en pleine face, tu peux effectivement là. Mais quand on a un deuxième qui arrive, tu te dis, mais je suis toujours très étonné de ça. Bah, je suis aussi extrêmement loyal, c'est-à-dire que moi, quand je suis dans un univers où je suis finalement pas si mal, je suis très loyal vis-à-vis aussi des gens qui m'ont employé à l'époque. Et il a fallu que j'en fasse un deuxième pour vraiment comprendre qu'il fallait que je parte. Mais j'ai du mal avec les séparations, j'ai du mal à partir. Et je suis fidèle, donc je suis resté jusqu'à temps que ça vienne retaper un peu plus fort. Ouais. Ouais. On va voir évidemment. Mais tu dis, tu es l'homme qui aime être acteur de son inconscient là où il n'y a pas de limite. Oui, il a fallu que j'aille rencontrer cet aspect. En effet, enfin, c'est même plutôt l'inverse. C'est-à-dire que moi, j'ai mis plutôt 35 ans à m'incarner. Et j'ai pas compris ça tout de suite, si tu veux, parce que tout me paraissait tellement évident. Ouais. Mais quand j'ai compris, en effet, que je pouvais être acteur de ma vie en prenant le pouvoir sur moi, parce que je pense qu'on a le pouvoir sur soi-même, et interagir avec nos facultés inconscientes, là, j'ai compris qu'il y avait un grand pouvoir. Et il t'aura fallu 35 ans pour ça. Oui, en fait, je l'avais, mais je savais pas l'utiliser puisque j'étais complètement ailleurs et pas dans mon corps. Et souvent, peut-être tu me questionneras là-dessus, et c'est vrai, c'est le pan aussi très intéressant de la thérapie transpersonnelle, c'est apprendre à revenir dans la matière.
Et c'est en revenant dans la matière, au passage, que j'ai, j'allais dire explosé, c'est peut-être un peu fort, mais renoué en tout cas avec des capacités que j'avais peut-être, mais que je ne savais pas utiliser ici. C'est vachement intéressant de dire revenir dans la matière, parce que la plupart de ceux qui s'installent sur ces canapés, qui sont évidemment des accompagnants de vie, des coachs, des thérapeutes ou des gens qui ont une expérience, te disent qu'ils font ce travail inverse, de quitter la matière pour atteindre cette dimension spirituelle, invisible et autre. Toi, ton travail consiste à faire revenir les gens sur ce plan terrestre-là? En tout cas, je me suis appliqué à moi. Si tu veux, moi, je vois l'être comme des matrioshkas, des poupées russes. C'est pas une vision qui vient de moi, hein, c'est une de mes formatrices qui a eu cette vision. Qu'on empile? Exactement. 5 poupées russes. La plus grosse, c'est j'ai un corps. J'ai un corps, je le sens, mais pour ça, il faut l'incarner, il faut le sentir. Deuxième poupée, j'ai des émotions, je suis capable de les percevoir. Il n'y a pas de mauvaises émotions, je comprends pas ce concept. Il y a des émotions agréables, désagréables, ça c'est vrai. J'ai des pensées, c'est pareil, quelle drôle d'idée de vouloir les stopper. Moi je suis incapable de faire ça, je ne sais pas méditer en stoppant les pensées. Donc j'ai un corps, des émotions, des pensées, j'ai une identité, j'existe, je suis. Et enfin la petite poupée qui peut représenter l'âme. Et pour moi, ça, c'est la porte d'entrée dans la spiritualité. Et souvent, c'est vrai, et moi le premier, d'ailleurs, sur ma chaîne YouTube, je fais des tas d'expériences pour faire sortir les gens, on va dire, de leur espace de conscience. Mais non, il faut prendre les poupées dans le bon sens. Hein. Et on est dans une société où on n'a pas non plus été très éduqué à la prise de conscience de ces sensations corporelles. Et ça, moi, j'ai fait ce travail-là. Et plus je travaillais sur le corps, plus j'étais à l'acceptation de mes émotions, il y en a que je connaissais pas, plus je me foutais de la paix avec mes pensées, je suis quelqu'un qui réfléchit tout le temps, et plus j'ai réussi à ouvrir la porte vers qui j'étais vraiment et ma spiritualité. Et je crois vraiment, profondément, ça m'a bluffé, cette vision de l'être transpersonnel. Je pense que c'est bien de les prendre dans le bon sens. Et comme j'étais pas incarné, tu vois l'histoire. Parce qu'effectivement, on aurait pu imaginer que tu aurais commencé par la spiritualité. C'est-à-dire que dans l'ordre des fameuses poupées dont tu parles, la petite dernière, c'est l'âme. C'est ça. Tu aurais pu la mettre en premier, parce que la plupart des gens te disent « Nous sommes des êtres spirituels venus faire une expérience sur ce plan terrestre. » Ouais. Moi, j'ai vraiment le sentiment d'avoir d'abord fait une expérience hors du temps. Je sais pas l'expliquer, c'est difficile pour moi. Ce qui explique aussi pourquoi j'ai une notion du temps qui est très particulière. Je me dis, j'espère qu'il n'y a pas trop m'interroger sur le timing de ce qui m'est arrivé, parce qu'en fait, je ne sais pas vraiment. Je n'ai pas compris ce que je foutais à l'école, je n'ai pas compris ce que je foutais dans la vie, jusqu'à, en effet, ces moments où mon corps m'a stoppé. Et il a fallu que je me prenne en main et que je me considère dans cet environnement, quoi. Et tu sais, mes bulletins de notes, quand j'étais petit, c'était en permanence étourdi, c'était tout le temps ça. Bah non, j'étais pas étourdi, j'étais pas là. C'est différent, j'étais en transe, en fait. C'est peut-être ça, le truc, j'ai peut-être passé toute ma vie en transe, et je commence enfin à m'éveiller, à en sortir de la transe. Est-ce que ton environnement, et j'imagine tes parents, ne captaient pas du tout, à l'époque? Le fait d'arriver avec un bulletin comme ça, évidemment... On a souvent la réaction en tant que parent de se dire il est compliqué, j'ai un enfant difficile, compliqué. Alors j'ai pas souvenir, cela dit, d'avoir eu cette difficulté avec mes parents, qui mon père est banquier au passage d'ailleurs, on a travaillé dans la même banque, petite loyauté familiale, bonjour. J'ai de la famille banquier, etc. Donc effectivement, a priori, plutôt quelque chose qui est ancré dans la terre. En plus, on est normand, enfin on est gens vraiment ancrés dans la terre. Et puis dans ma famille, il y a quand même quelques petits ébulons, un grand-oncle qui, je pense, était un peu guérisseur, mais on n'en parle pas, tu vois, c'est plutôt une famille de taiseux, on dit pas les choses. Dans ton parcours de vie, on parlait effectivement de ces 2 périodes de burn-out que tu prends, et puis ensuite il y a les anxiolytiques. Ah oui, des bonnes doses d'anxiolytiques pour endormir un peu la chose. Cela dit, tu sais, moi je suis pas du tout anti-médecine, je suis pas du tout là-dedans. Je pense qu'il y a vraiment un travail qu'on peut faire de concert. Mais honnêtement, si j'avais pas eu ça, de toute façon, je sais même pas comment j'aurais terminé. Ça m'a endormi, ça m'a permis
aussi de me relever le matin, parce que le burn-out, c'est d'une violence qui est considérable. Et grâce aussi à ces béquilles chimiques, moi, honnêtement, ça m'a vachement aidé pour reprendre un peu goût à la vie, quoi. Et ce goût à la vie, tu vas commencer à le mettre en application au travers de différentes formations que tu vas suivre à ce moment-là, la prise de conscience. Mais comment arrive cette dimension formation, spiritualité et bien-être, développement personnel et autres? Comment ça arrive? Par l'expérience. Tu sais, moi, je suis quelqu'un je suis un expérienceur, hein, donc tant que j'ai pas goûté, testé, approuvé, j'en parle pas. C'est aussi simple que ça. Et je le dois à mon médecin, justement, généraliste, qui est décédé depuis, d'ailleurs, je pense pas mal à lui, et très souvent à lui. Je pense qu'il était un peu dépassé avec moi, au-delà de la classe médicamenteuse, tu vois, qui faisait de l'effet, mais j'étais toujours agonisant d'une certaine façon. Zombie. Ouais, un peu ça. Et je pense par dépit, je me souviens de le voir sortir de son carnet à l'ancienne, une petite fiche comme ça avec un numéro de téléphone qu'il me donne. Et c'était une relaxologue, Isabelle. Et je suis allé dans des cours de relaxation. J'étais encore banquier donc à l'époque. Hein. Et je suis rentré dans une salle. Et je me suis dit mais qu'est-ce que je fous là? Il y avait des gens qui tournaient en rond, qui faisaient je m'en fous. Je te jure, je te promets que ça commençait comme ça. Je me dis, mais qu'est-ce que je fais ici? Mais n'empêche que tout a démarré de là. Ça a été le déclencheur parce qu'au-delà de me dire ce que je foutais là, j'ai senti dans mon corps ce que ça faisait. Ce petit truc tout bête qui permet aux épaules de se relâcher, tu vois, et puis de pouvoir verbaliser aussi des choses qui étaient vraiment engrammées et je ne savais même pas ce que c'était. Et ça, c'est le point de départ. Et comme moi, je suis quelqu'un qui, je te l'ai dit, expérimente beaucoup, j'aime bien comprendre, je vais gratter les os jusqu'au bout. Eh bien, je me suis même formé à ces méthodes de relaxation, sophro-relaxation. Et là, ça a été le tremplin parce que ça me faisait du bien. Je reprenais conscience de qui j'étais grâce à mon enveloppe corporelle. Je renouais finalement aussi avec des capacités plus extrasensorielles. Donc, je faisais le lien entre le corps et l'esprit. C'était génial. Et là, j'ai jamais arrêté. Et je me suis dit, je vais en faire mon boulot, c'est plus possible. Ouais, tu quittes la banque. Il m'a fallu 8 ans de formation, je suis resté 8 ans dans la banque quand même, tout en me formant à côté, mais je leur en ai fait baver quand même à ma hiérarchie. Hein. J'ai même posé des congés de formation pour des trucs qui étaient complètement barrés de leurs yeux, tu vois, de leur regard. Mais j'avais de super résultats. Et moi, j'ai toujours pensé que pour pas être emmerdé, fallait être bon, quoi. Et à partir du moment où même dans la banque, j'avais des super résultats, on me foutait la paix. J'ai pu faire mes formations tranquillement. Et un jour, je suis parti. J'ai abandonné mon poste. J'avais un super poste à Paris. Hein, vraiment, j'étais même assez bien payé, tu vois. J'étais bien. Hein, marre, ras-le-bol, terminé. Tu avais déjà une vie de famille? 2014, ouais. Ça veut dire que comment perçoit ton entourage cette décision de tout plaquer pour une situation confortable pour une situation assez... qui a été inconfortable pendant un temps, c'est évident. J'imagine. Ouais, j'étais marié, j'avais 3 enfants, enfin avec des bons crédits sur la tronche, enfin tu vois, un petit contexte simple comme tout le monde, toi. Et c'est vrai que de sauter ce pas dans un inconnu abyssal. D'autant que c'était le 31 juillet 2014, 1er août 2014, je me retrouve dans mon petit cabinet parce que j'ai préparé le truc quand même. Merde. Il y a personne. Ah, il y a pas grand monde en tout cas, ça c'est certain. Mais qu'est-ce qui va se passer? Et puis une trouille d'enfer. Ouais. Donc il a fallu surtout que je travaille sur ma peur de l'échec, ma peur de réussir aussi. Et comme je dis souvent qu'il faut prendre le temps de clore les choses, mon cabinet a explosé, mais vraiment en ces termes-là de rendez-vous, le jour où j'ai reçu ma lettre de licenciement. Donc c'est vraiment essentiel. C'est un message que je passe le plus possible, y compris aux gens qui me consultent, ou en conférence, ou ici, je peux le faire, c'est trop cool. Prenons le temps de fermer tous les endroits qu'on a ouverts. Énergétiquement, c'est pas bon. Prends le temps de dire au revoir, fermer ces endroits pour pouvoir laisser les autres éclore, quoi.
C'est peut-être, ça c'est un message important parce que c'est peut-être la chose la plus difficile et quand les gens il y a des tas de gens qui ressentent ce que tu as ressenti à l'époque, qui Oui, n'osent pas faire ce fameux switch ou tout du moins qui ouais. décident de mettre en parallèle une activité professionnelle qui les rassure Mmh. et une activité parallèle qui, leur permet d'avoir ce besoin Ouais. d'ouverture et autres. C'est pas bon. Je n'y crois pas. J'accompagne, hein, des thérapeutes en supervision, j'en forme encore aujourd'hui et avec moi, ils sont enfin, je veux dire, ils se régalent certainement parce que j'ai cette vision de l'entrepreneuriat en plus qui est assez présente dans mon approche. Je crois qu'on peut être un super thérapeute entrepreneur parce qu'on a le droit de vivre de ça. On a le droit de vivre même confortablement de ce qu'on fait. C'est tellement engageant, c'est tellement impliquant comme métier et j'essaie, en tout cas à mon niveau, de leur enseigner le fait de fermer correctement les cycles. Ça, c'est vraiment issu de la Gestalt thérapie, hein. Gestalt, ça veut dire des cycles, et on apprend dans cette méthode fondamentalement à fermer tout ce qui est ouvert. C'est se séparer des gens, se séparer d'un travail, c'est faire des deuils, aller au bout. Et il y en a plein qui les fuient parce que c'est très angoissant, C'est ça. Hein. flippant, bien sûr. De toute façon, il y a deux endroits, hein, en général, qui sont angoissants dans ces cycles, c'est s'engager ou se désengager. Kiffer, ça va. Le plein contact, on appelle ça en gestalt, c'est bon, hein, c'est le meilleur moment. Hein. Là, je prends beaucoup de plaisir avec toi, mais s'engager, se désengager, ça, c'est pas toujours très simple. Il y a une phrase, et j'imagine qu'il y a beaucoup de personnes que tu accompagnes ou que tu formes qui ont ces appréhensions, ces peurs, ces limitations et qui doivent te dire oui, mais enfin, c'est bien beau tout ça, mais mon banquier ne le verra pas de la même manière. Sauf que tu as été banquier. Oui, Donc alors je peux pas trop l'entendre si tu veux, c'est ça. Hein. J'ai un peu de mal. Bah, j'imagine. Ou alors. Vous êtes bien gentil, mais enfin bon, mes Ouais. factures, mon banquier va pas C'est dire ça. la même chose. Oui, bah tu l'as été. Donc tu les conseilles là-dessus? Non, parce que c'est pas mon métier, je suis pas coach, tu vois. Ouais, Hein. ouais. Mais en tout cas, si on applique assez correctement une méthode qui consiste aussi à avoir une image, on parlait d'image tout à l'heure en off, hein, une image professionnelle aussi en tant que thérapeute, rencontrer des gens, intégrer des réseaux, ça fait partie aujourd'hui dans un monde de la thérapie qui est quand même occupé, on va pas se mentir, où il est indispensable aujourd'hui d'avoir cette vision-là. Quand on sait que 80% des gens ou 90% des gens ne passent pas à l'action parce que conditionnés par leur peur, et c'est limité. Qu'est-ce que tu leur dirais à ces gens-là? C'est très marrant ce que tu dis parce que ils sont conditionnés et curieusement, il y a des sondages qui sont menés là-dessus, aussi passionnants, parce que le monde de l'emploi est quand même en très forte mutation. Il y a que 2% des gens qui sont flippés sur cet aspect financier. C'est fou, hein? Pas beaucoup. En revanche, de mémoire, c'est 68%, ont peur, finalement, de ce que leur reconversion, puisqu'on parle beaucoup de ça, pourrait leur apporter. Donc, c'est un conflit psychique. Une fois de plus, encore une fois, on est face à un conflit psychique. J'ai le désir, j'ai pas finalement de gros freins financiers, on pourrait le croire, mais il y a comme un truc qui en empêche. Donc ce serait un peu le surmoi freudien, tu sais, le truc qui dit mais je voudrais mais j'y peux pas. Donc ça crée du conflit psychique, les gens sont pas bien, ils pètent des câbles dans leur boulot, il y a 34% de gens qui sont en dépression, enfin ou en burn-out dans leur métier, c'est énorme. Moi j'ai jamais vu ces chiffres-là. Bah c'est de les emmener petit à petit à la conscience au fond que toute personne qui a vécu cette transition, on a tous vécu grossièrement le même parcours, hein. C'est-à-dire que de toute façon, on dit souvent, c'est un peu basique, mais derrière la zone de confort, il y a la peur. On ne peut pas empêcher ça, et la peur, c'est cool. C'est une émotion. C'est heureusement que des fois j'ai peur aussi. Hein. Si là, il y a un lion qui arrive, si tu veux, je préfère avoir peur, je vais peut-être trouver des ressources insoupçonnées. Donc la peur, transformons-la en moteur. Et l'hypnose, pour ça, c'est génial. On peut aller à la rencontre de sa peur, de l'incarnation, de ce qu'elle représente, d'identifier ce qu'elle a de bien pour nous, l'embrasser, et derrière, il y a la zone d'épanouissement. Je peux pas faire grand-chose, je peux pas faire à la place, je peux juste témoigner d'un parcours, de dire que c'est normal. D'avoir peur. D'avoir peur, c'est plutôt sain, et que c'est juste une émotion. Une émotion, en général, tu sais, c'est 90 secondes une émotion, hein, le pic émotionnel. Hein. Donc si on arrive à traverser ce pic, derrière, on va peut-être plus avoir d'émotions, mais peut-être des sentiments qui vont être plus présents. Et là, on va aller travailler peut-être sur le fond, parce que
en effet, les sentiments, ils sont souvent liés à des choses qui sont des histoires qu'on se raconte, quoi. C'est pas des réalités. Qu'est-ce que te dit ton entourage à ce moment-là, quand tu décides de prendre ce virage? C'est de la dualité, une Parce fois que de ça plus. compte beaucoup, hein, ça. Hein, Bah, carrément, quand ouais. t'es en couple et notamment que t'as une vie de famille avec Bah, des oui. enfants. Alors, je suis peut-être très égoïste, mais à vrai dire, je m'en foutais un peu. Parce que ma survie, c'est ma survie. Il est question de moi à cet instant-là. C'est ce qu'une thérapeute disait. Elle parlait de, c'est Julie Debatty, qui est coach sportive, et elle disait, c'est l'égoïsme rayonnant. Oui, je me souviens très très bien de cette phrase-là. C'est une belle phrase. Génial, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Oui, je me priorise à cet instant. Et en même temps, bah, j'ai une femme qui est bien branchée dans l'histoire également et qui était très soutenante. Mais tu sais, on est des êtres duels, hein, donc de la soutenance et en même temps on avait la trouille ensemble, quoi. Donc on a traversé ça en commun. Mais j'ai une chance inouïe d'avoir rencontré Séverine, qui est probablement une femme avec laquelle j'ai vécu d'autres incarnations, ça on en est relativement convaincu. Relation d'âme, rencontre d'âme. C'est tellement simple et tellement facile. Et il y a quelques années qu'elle a suivi aussi mon propre parcours. Elle est partie d'éducation nationale, elle accompagne des gens. Enfin, on est vraiment... il y a beaucoup plus ensemble aujourd'hui. Donc c'est vrai que c'est très soutenant, très essentiel. Et puis de toi à moi, à cet instant-là, il y avait de l'urgence, quoi. Donc tout l'aspect financier, matériel, je m'en foutais un peu. J'étais pas encore totalement incarné, donc si tu veux, c'était pas très important à ce moment-là. Alors j'ai dit que tu étais hypnothérapeute, praticien en psychothérapie transpersonnelle, auteur, formateur, on l'a vu, et tu es extrêmement productif. Hein. Wow, il y a des bouquins partout. Ouais, j'écris un peu, ouais. Ah, un petit peu. J'ai l'impression on va les mettre également sur l'écran. J'en ai oublié ou pas? Où ils sont tous? Il y en a qui vont arriver. Hein. J'ai signé avec Larousse. Là pour un livre sur les mémoires karmiques et la guérison des mémoires karmiques. Il y a un livre que tu ne peux pas encore avoir, je sais pas quand il va sortir, il traîne un peu, sur les vies antérieures. J'ai mené ce qui est peut-être la plus grosse enquête en francophonie, hein, sans prétention, sur les vies antérieures. J'ai utilisé tout le matériel de YouTube. Évidemment, j'ai mené des enquêtes, 3000 questionnaires que j'ai dépouillés dans tous les sens, pour arriver aujourd'hui à j'espère ce qui va aussi aider à la compréhension et au faisceau d'indices, parce que les gens décrivent ce qu'ils ont vécu, comment ils ont vu leur âme, quelle période ils ont traversé. J'ai hâte qu'il sorte celui-ci parce que c'est un beau... Et t'es allé voir les tiennes? J'en ai vécu quelques-unes, oui. Je me suis fait dégonder un petit peu dans les vies passées, oui. Un peu mort 2-3 fois, oui. Tu vas nous en parler aussi. Est-ce que t'es médium? Ça, c'est une question intéressante, pas au sens où beaucoup de médiums l'entendent, puisque pour moi... le médium est celui qui est vraiment en contact défunt. C'est beaucoup comme ça que c'est défini. Donc, à ce titre-là, non, même si par moment j'ai des perceptions avec les morts. Mais je pense avoir aujourd'hui développé quelques capacités. Mais j'ai envie de dire comme tout le monde. Il y a un livre au centre Devenez médium qui est un titre un peu provocateur parce qu'en fait, pour moi, on ne le devient pas forcément. Ça se travaille parce que je pense qu'on arrive au monde avec des capacités extrasensorielles qui sont ensuite complètement étouffées. Donc oui, j'ai des capacités, ça c'est indéniable. J'entends, je perçois, je ressens dans mon corps. Oui. Et tu perçois certaines manifestations? Oh oui. Bah il se passe pas, on va dire, une journée sans que je puisse être en perception kinesthésique, parce que moi ça passe beaucoup par le corps, avec notamment des entités qui passeraient ici ou là. Avec mon épouse, on libère aussi des lieux qui sont un peu chargés, on fait des passages d'âme, on s'amuse un peu. Donc voilà, à nous deux, on arrive à peu près à avoir un être avec beaucoup de perception et de savoir un peu ce qu'ils veulent. Et est-ce que une de tes premières perceptions, c'est le départ de ta maman? Non, c'est pas le départ. Ça a été, ça a conforté parce que mais c'est curieux parce que tu vois, je fais le lien avec une histoire qui m'arrive en ce moment. J'ai l'impression que c'est un peu dans l'urgence de leur départ que j'arrive à être le plus réceptif ou peut-être que je baisse les gardes aussi, tu vois, je lâche parce que je suis dans ma peine, etc. Et je pense que ça fait tomber un tas de filtres et que ça me rend disponible. Je pense que les signes, ils sont là de toute façon pour tout le monde, mais la question est de la disponibilité. C'est ça, c'est une belle phrase, ça. Se rendre disponible pour que effectivement on puisse
ressentir. Donc c'est sûr que quand je voyais les chaises bouger à l'extérieur, à l'endroit où j'avais fait un petit hôtel pour me recueillir et puis pour l'aider aussi à passer, c'était suite d'une longue maladie, c'était vraiment violent. Enfin, la fin de vie est pas toujours très belle quand on lutte, en tout cas. Et c'est vrai que je voyais ces déplacements de fauteuil. Bon, je savais que c'était elle. Je voyais mon frère effrayé, mon père qui qui faisait comme il pouvait aussi pour refaire son travail, et moi dans la peine et dans la sérénité à la fois. Est-ce que c'est vrai que tu lui as demandé de se manifester, mais d'une manière un peu plus délicate? Ça, c'était avec mon fils. On a des enfants qui sont un peu connectés aussi, qui ont tendance à vouloir se débrancher parce qu'ils ont la trouille. C'est la famille Barbet. Hein. C'est ça. Oui, c'est ça. Ils sont assez connectés. Et notamment avec un de mes enfants qui est peut-être celui qui à un moment donné me ressemblait le plus d'ailleurs physiquement. C'est ce que disait ma mère. Elle s'est beaucoup manifestée auprès de lui, jusqu'à même des déplacements d'objets. Elle prenait une gomme, elle le balançait sur son bureau. Il y avait même des objets un petit peu plus lourds, et là ça commençait à me gêner, et lui aussi, qui se sont carrément déplacés dans sa pièce. Ça peut paraître assez incroyable ou curieux cela. Moi c'est ma réalité, donc si tu veux, je trouve pas ça bizarre. J'ai juste demandé à ce que ça s'apaise, parce que c'est pas forcément évident à vivre. Pour un adulte, pas très simple, pour un enfant non plus. Hein. Ta maman est partie des suites d'un cancer, ça a été long et compliqué. Moi, je n'ai pas eu dans mon entourage, j'ai des décès, celui de mon père en l'occurrence, mais ça a toujours été extrêmement brutal. Ouais. Donc, je n'ai pas eu le temps d'échanger, de parler, tu vois, et de parler de cette dimension autre, spirituelle et autre. Est-ce que tu as eu l'occasion, en amont, avant le départ de ta maman officiellement, est-ce que tu as eu l'occasion de parler avec elle de tout ça? Non, j'ai pas eu cette occasion-là. On est à pas mal de kilomètres de distance. C'est peut-être pas la bonne raison, après tout. Et moi, j'étais un peu dans le déni quand même. Hein. Et beaucoup dans le déni, parce que c'est violent, hein, évidemment. Je veux pas entendre que lorsque l'on va dans des services de soins palliatifs, c'est pour y mourir. Moi, je pensais que c'était pour y vivre, tu vois. Moi, je suis dans un déni total, en réalité. Donc, je parle pas de ça. Je parle de la vie, mais je parle pas de ce qui pourrait arriver après. Et du après. C'est Nathalie Marquet-Pernot qui avait dit à Jean-Pierre Pernaut, elle lui disait si tu pars, notre nom de code, ce sera « Putain, t'avais raison, il y a bien quelque chose après ouais. ». Et un jour, elle va sur un stand pour faire des dédicaces dans un salon du livre, et il y a une dame qui vient la voir comme ça et qui lui dit « Écoutez, je ne sais pas pourquoi, j'ai une phrase qui me vient et je dois vous la dire. On me dit de vous dire pardon, mais putain, t'avais raison, il y a bien quelque chose après. » C'est fou quand même. Ouais. Et c'est pour ça que je dis, est-ce que c'est toujours bien, quand on sait que l'heure est proche, que ce départ arrive, est-ce que c'est bien de pouvoir parler en disant « Tiens, s'il se passe ça, fais-moi ce signe » ou on peut se donner un petit code ou une petite phrase. Oui, et je rêverais même d'un accompagnement spirituel en fin de vie, avec de l'hypnose, pourquoi pas spirituelle aussi dans ces espaces-là. C'est extrêmement apaisant de mon point de vue. C'est réconfortant. C'est réconfortant. Après, de toute façon, c'est aussi une démarche de solitude. Hein. Ce passage, certains ont une ouverture spirituelle les dernières secondes de leur vie. Voilà, je crois qu'il y a cela. Je crois que la plupart aussi des gens qui vivent leurs derniers instants sont déjà accueillis, ont déjà des visions, déjà des perceptions. Ça, je l'ai vu pas mal de fois. Et c'est le signe que le moment est arrivé, quoi, d'être accueilli dans cet autre univers. Là, je suis en train de vivre une expérience de deuil par mon meilleur ami que j'embrasse très très fort. Ça fait quelques jours, et j'ai jamais eu autant de visions, autant de signes. Brutalement. En quelques secondes, d'un arrêt cardiaque. Et quand on est rentré à la maison le soir même, on voit nos enfants un peu pétrifiés. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, attends, vous n'étiez pas là, la porte, elle s'est ouverte toute seule. La porte d'entrée, qui est une bonne porte, tu vois. Ok. Bon, nous, on est assez habitués de ça, c'est pas trop surprenant. Il y a un peu de passage à la maison. Et je dis, attendez, je suis sûr que c'est lui. Et vu que je suis un thérapeute assez 2.0, j'ai pas mal de matériel aussi, de communication défunt, la communication. Ah oui. Ouais, j'aime bien ces trucs-là. Ah ouais. Pour moi, c'est pas des vérités, mais c'est des indices, c'est des faisceaux, c'est de la recherche, en fait.
et je mets un outil que j'avais pas trop utilisé, ça s'appelle la Spirit Voice. C'est vraiment un boîtier où il y a un mouvement réalisé près de ce boîtier-là, il y a des mots qui sortent. Génial. C'est une bibliothèque, en fait, de mots. Il y a 3000 mots à l'intérieur. Tu poses ça. Et s'il y a un déplacement repéré, il va sortir des mots. Wow. C'est-à-dire que tu peux même pas le déclencher par toi-même. Mais d'où ça sort, ce truc? Je te jure, c'est un truc de fou. Je te montrerai. Mais est-ce que c'est toi que tu l'as construit ou tu Non, l'as non, j'ai acheté pas construit. part? Ça existe, hein, notamment pour la TCI et tout ça? J'ai vu ça dans des chaînes YouTube, en effet, de gens qui font du paranormal. Okay. Et moi, je suis curieux, tu vois, voilà. Donc ma curiosité m'incite à acheter ce produit-là. Je te jure. Okay. Et je le pose dans l'entrée, là où il y a 6 mots qui sortent. Hein. Le truc, j'avais jamais réussi à le déclencher nulle part. Il y a 6 mots qui sortent. Échantillon. Le matin même, on allait chercher des échantillons de parfum pour le mettre sur son corps avant la mise en bière. Il y avait cendre. C'est fait inhumer. Fleurs. Couvert de fleurs. Claude, c'est le prénom de mon beau-père qui l'adore. Mais non. Je te jure. Il y en a un autre, c'est pas brutal, mais c'est quelque chose comme ça. Il est mort extrêmement brutalement. Bon. Donc la machine. Ouais. Avec une voix humaine. Bah la machine, oui, elle retranscrit des mots, donc oui, c'est ça. C'est pas une voix, c'est toujours la même voix si tu veux, mais pour moi, bien sûr, l'énergie de cette entité est capable d'aller rechercher le bon mot pour le transcrire au bon endroit. Mais tout le monde veut une machine comme ça. C'est génial. Alors moi, encore une fois, pour moi, c'est pas, c'est qu'un faisceau, tu vois, c'est qu'un indice. Oui, bien sûr. Mais les indices, j'en ai eu, je sais pas combien. J'allume la télé le lendemain encore. Pour moi, ce mec-là, c'était le pro du barbecue, tu vois, le mec. Moi, je fais tout cramer. Alors lui, c'est le roi. J'allume la télé. J'aime pas la télé. J'allume la télé. J'entends, c'est qui le roi du barbecue? Alors, attends. C'est Seb, je sais. Donc, j'éteins. Et je n'ai que ça depuis le début. On n'entend parler que de Rome. Il adore Rome. On n'entend parler que de ça. Je reçois même des mails de Rome. J'ai jamais fait des recherches. Voilà. Alors, les mauvaises langues vont dire que c'est le syndrome de la voiture rouge. Tu sais, qui est le principe de dire, bon, bah voilà, tu rêves d'avoir une voiture rouge, tu veux acheter une voiture rouge, ou t'as acheté une voiture rouge et t'en vois partout. C'est sûr. Et moi aussi, je me questionne. J'ai pas de vérité, tu sais. Moi, je suis pas quelqu'un qui va d'une manière absolue. Tu vois, c'est marqué thérapie transpersonnelle. On est vraiment dans le plus d'ouverture possible. Je m'ouvre au plus de possibilités. Force est de constater que quand je m'ouvre à ça, à cet instant-là, il y a quand même des éléments. Des trucs, ouais, clairement. Peut-être que c'est le fruit du hasard. C'est OK, en fait. Et j'ai envie de dire, et même si c'est ça, et même si c'est placebo, même si tout ça n'existe pas, moi, franchement, à cet endroit, ça me fait du bien, ça m'apaise. Je peux comprendre. Et est-ce que tu le dis à sa famille? Bien sûr, à sa femme. On est là depuis le début. On était là. On est arrivé avec le SAMU. Hein, donc, si tu veux, on a assisté à tout. On est là depuis le début. Je lui parle de ses signes. Elle nous connaît. Hein. Lui, il croyait pas du tout à tout ça. Ouais, c'est ça qui est incroyable. Elle, oui. Christelle, son épouse, oui. Mais lui était hyper respectueux. Hein. C'est ça qui est chouette. C'est quand même, je pouvais échanger très librement. Il était curieux, mais il ne croyait pas. Et je pense qu'il est en train de nous montrer aussi cette réalité-là. Hein. C'est pour ça que je ne crois pas à ce système de coïncidence. Je pense qu'il est vraiment en train de faire son parcours en un temps relativement accéléré. Et tu sais, on parle de choses qui peuvent paraître anecdotiques, mais quand en 10 ou 15 ans, tu vis des choses qui se renouvellent comme ça. Bien sûr. Bon, moi, je finis par... Ça fait beaucoup de hasard, hein, et beaucoup de coïncidences pour le coup. En tout cas, je me forge une possibilité. Ouais. Du coup, c'est réconfortant pour son épouse, pour ses enfants? Oui, encore une fois, je pense qu'ils font de leur mieux. Pour moi, ils ont été exemplaires, franchement. Mais je trouve que c'est beau aussi en tant qu'ami de pouvoir être là, hein, de pouvoir être très soutenant. Moi, j'ai longtemps eu très peur de la mort, j'ai longtemps fui ça. J'ai toujours été, je me suis senti souvent. Dans ta première partie de vie, c'est-à-dire la partie de la banque et tout, ces sujets-là, c'était des sujets. Par moment, j'avais une vision de moi plus vieux et ça me terrorisait, quoi. Cette conscience fulgurante du temps qui pourrait s'achever. Ah, maintenant, je suis super tranquille avec ça. J'ai absolument pas peur de mourir. Mais c'est sûrement parce que justement, toutes ces
toutes ces manifestations, et y compris certaines très intimes que j'ai pu vivre, te confortent. Me confortent, ouais. Mais tu dis, j'ai absolument pas peur de la mort. Qu'est-ce qui t'effraie alors simplement la manière? Oui, ça pourrait encore me perturber un peu, ouais. L'agonie, ou il y a des morts qui me font un peu flipper quand même. Ouais. Dans ton parcours de vie aussi, il y a des étapes. J'aime bien parce que tu dis que c'est ta sorcière bien-aimée, hein, ton épouse. Oui, c'est vrai. Je trouve que c'est joliment dit. Est-ce qu'elle se touche le bout du nez pour... Elle a plein de capacités, mais il n'y a pas besoin de... Ce serait pratique. Et puis, tu parles évidemment de tes enfants. T'en as 3? J'en ai 5. Et t'en as 5. J'ai pas osé dire. Mais t'en as 5, dont 3 sur ce plan. Oui, c'est ça, sur ce plan terrestre, ouais. Et des petites jumelles. Oui, des petites jumelles qui auraient dû arriver sur ce plan terrestre entre mon 2e et 3e enfant. Et ça, c'est perturbant aussi. À ce moment-là, j'avais beaucoup moins la conscience des choses. Je le ferais certainement différemment aujourd'hui. Mais on les a perdus, en effet, à 5 ou 6 mois de grossesse, je sais plus exactement. C'est vraiment difficile. Je pense que c'est sous-estimé, cette importance d'accompagner les parents aussi dans ce processus-là. On dit que même si c'est à 5 mois, 6 mois, 7 mois, peu importe, et qu'il n'y a pas effectivement l'enfant tel qu'il est là, beaucoup disent que, il faut quand même donner des prénoms. Exactement. Enfin, il faut. On encourage. Préférable, on encourage à donner des prénoms et à les reconnaître officiellement comme tes enfants. C'est pour ça que tu dis j'ai 5 enfants. C'est ça. Mais voilà. Ce qu'on n'a pas fait au début, pris dans le mouvement la tristesse, l'émotion. C'est ça, exactement, c'est ça. Puis t'es accompagné par personne. Enfin, ce sont des gestes médicaux. Et puis après, t'es tout seul à vivre ça. Et bien en fait, il a fallu qu'on y travaille très très sérieusement, parce qu'elles se sont beaucoup manifestées, justement, et pas de la meilleure des manières. Parce que on a eu un autre enfant ensuite qui s'appelle Pierre, qui est toujours sur plan terrestre, et il a eu un début de vie un peu particulier, parce qu'il a failli mourir lui aussi. En 2005. Cette fois-ci, il est né en 2005. Il a failli mourir sur ce plan terrestre. Et on a vraiment compris que c'était les filles qui lui en voulaient terriblement d'avoir pris leur place. C'était jalouse? Un sentiment de jalousie? On peut l'imaginer comme ça, en tout cas. En tout cas, oui, sur ce plan-là, on peut le traduire de cette manière-là. Alors, c'est pas moi qui le dis comme ça, on pourrait imaginer que c'est de l'interprétation, ce sont elles qui l'ont dit. Wow, carrément. Elles sont elles qui sont... À chaque fois qu'on va en médiumnité, y compris chez des personnes que tu connais bien, on a souvent un contact. C'est souvent elle, et elle demande souvent pardon. Elle nomme le fait qu'elles arrêtent ça, parce que évidemment, on peut assimiler ça à une sorte de cas de possession, ce qui fait que tout petit, mon fils s'est arrêté de s'alimenter. Il est allé à l'hôpital, on n'a rien trouvé. Les médecins nous ont juste dit, rentrez à la maison pour accompagner votre fils jusqu'au bout. Wow. Ça fait beaucoup. Un peu, ouais. On n'est pas prêt, surtout pas. Et donc, je me suis retroussé les manches. J'ai ressorti une vieille malle dont je parle dans Petite déclaration d'amour, une malle que j'avais enfermée parce que je me suis fait du mal aussi avec cette affaire de magie, de spiritualité au début. Je pratiquais la magie blanche, en fait, pendant très longtemps. Mais là, devant l'inconcevable, j'ai fait tout ce que j'ai pu. J'ai invoqué tout ce que j'ai pu. J'ai fait du recouvrement d'âme. J'ai fait de l'exorcisme, on pourrait dire, sans avoir certainement les compétences pour. Lui, ça l'a sauvé le soir même. Il se réalimentait. Alors moi, j'ai mis 10 ans à m'en remettre. Wow. Jusqu'à rencontrer une guérisseuse mexicaine, une chamane, pour traiter ces problématiques de dépression, parce que c'est ça qui m'est arrivé quand même pendant 10 ans. J'ai mangé, sévère. Après les 2 burn-out. Oui. À qui j'ai expliqué ce que j'avais fait, et qui m'a dit, mais elle m'a engueulé littéralement. Mais ça a sauvé ton fils. Oui.
Donc je lui ai expliqué, je dis c'était aucun parent ne resterait comme ça les bras croisés. Bien sûr, bien sûr. Ah, elle m'a pourri. Elle m'a pourri parce que je n'ai pas respecté une règle fondamentale qui est l'équilibre des choses. On peut pas sauver une vie. Ça veut dire que l'équilibre, si tu avais dû respecter l'équilibre fondamental, c'était donc d'accepter le départ de ton fils. Pas forcément comme ça. Non, non, c'est pas comme ça qu'il faut l'entendre. En tout cas, je l'entends pas comme ça. C'est si il y a des forces, quelles qu'elles soient, qui ont interagi pour lui sauver la vie, alors derrière il faut remercier. Okay. Il faut faire quelque chose d'assez grand par rapport à la grandeur de ce qui a été réalisé. Okay. On peut pas demander de la guérison, un terme que je n'utilise pas, hein, très peu, mais enfin là on est vraiment face à quelque chose qui me permet de le nommer comme ça, sans derrière faire des offrandes, ne serait-ce que dire merci. Et j'ai rien fait de tout ça. Et je me suis fait pourrir. Et pourquoi 10 ans alors? Parce que t'aurais pu au bout d'un moment prendre conscience bien avant la fin de ce laps de temps de 10 ans. Écoute, je dois être lent à l'apprentissage, hein, c'est sûr, mais ça a été le temps de mon apprentissage, hein, vraiment. Ouais. J'ai exploré tellement de choses, j'ai exploré tellement de thérapies. Moi, ce qui m'a beaucoup fait grandir et fait faire des pas immenses, c'est vraiment ces rencontres avec des énergéticiens ou des chamans. Là, ça a été vraiment spectaculaire. Et puis toute la dimension de la respiration dans le transpersonnel. Tout ce qui est respiration holotropique. Martine Gerco en parle très très bien. Elle est venue ici. Le rebirthing. Moi, je me suis formé à ça. Et dans ces mouvements de formation, là, j'ai tout lâché, j'ai tout libéré. J'ai pu me reconnecter à toutes les parts de moi. Et ça, pour moi, c'est le secret de son évolution spirituelle. C'est, plutôt que de lutter, c'est d'être en permanence à l'accueil de toutes ces parts de soi. Il y a pas très longtemps, il y avait une femme formidable qui était assise ici, Déborah Bacon, qui était reçue par Catherine Roumanoff. C'est une de mes formatrices. Et elle l'a contribué grandement, et je la salue, à cette prise de conscience, à cette... tu sais, un parcours, il n'est pas linéaire dans les prises de conscience. Oui, moi, je suis lent jusqu'à rencontrer des outils qui me tabassent. Moi, j'ai besoin que ça racle, j'ai besoin de sentir, j'ai besoin de souffrir, j'ai besoin de manger, tu vois. C'est ce qu'on appelle les besogneux. Exactement, j'ai besoin d'aller là-dedans. Et j'ai rencontré avec ces approches-là, transpersonnelles, ce qu'il me fallait, les outils qu'il me fallait pour grandir. Et aller à la rencontre de toutes mes sous-personnalités. Elle le dit très bien quand on a un cancer, qu'elle ouvre les bras en disant « Bienvenue à mon cancer ». Ouais, je sais ça. Moi, j'ai les larmes qui coulent quand elle le redit. Oui, et c'est presque parfois agaçant. Oui. C'est presque parfois agaçant. Ah, mais ça m'a gonflé beaucoup. Tu vois, il y a plein de gens qui me disent, on le voit dans les commentaires, il y a plein de gens qui disent « Mais enfin, comment vous pouvez tenir ce discours ? Comment vous pouvez dire des choses pareilles ? Merci, parce que merci. » Et pour moi, c'est pas merci, hein. C'est justement, d'accueillir la part de soi-même qui a généré quelque chose. On a une centaine de sous-personnalités autour de notre ego, autour de notre soi conscient. Et quand on dit bienvenue, c'est pas merci. Non, moi je remercie pas mes parts qui m'emmerdent, hein, ou qui me font penser des trucs horribles, ou qui me font même avoir des actions que je peux regretter. Mais ça va me servir à quoi de lutter contre ça? C'est, en tout cas, je suis à l'accueil à ce moment-là de la part qui a agi. Parce qu'elles agissent de manière autonome sur le plan énergétique, elles ont leur propre système de pensée, leur propre système émotionnel, et parfois on se fait envahir. On dit amalgamer, hein, on a une part de soi, des fois, qui nous amalgame complètement. Donc parfois je suis un sale con, parfois je suis en colère, là je suis triste. Et c'est super ok. Mais je me sens tellement plus en paix depuis que je suis capable d'accueillir. Alors, mais je dis pas forcément merci, parce que des fois c'est chiant, quoi. T'as une drôle de manière d'être triste. Hein. Ouais. C'est vrai, regarde. Je suis triste et joyeux à la fois. Tu as une drôle de manière d'être triste. Mais nous sommes des êtres duels, ambivalents, et là aussi je me fous la paix maintenant. Je cherche plus à absolument aller dans un endroit ou à me laisser contrebalancer de manière absolue une émotion. Je peux être aux deux à la fois.
Donc ouais, moi je suis quelqu'un de joyeux et je suis triste à la fois. Est-ce que tu es capable de dire que parfois tu es en lutte avec ton être, le soi intérieur? Bon, moi je crois qu'on est tous en lutte, hein. De toute façon, je Ouais. crois que c'est la Non, mais définition aujourd'hui peut-être encore, de la tu luttes? psyché, hein. Ah mais heureusement! Non, tu pourrais dire, quand tu dis: «J'accueille les émotions, j'accueille», donc on pourrait dire que tu te laisses, porter par cela, tu accueilles, ça arrive, effectivement, c'est pas toujours très agréable, mais tu ne luttes pas. OK, merci d'avoir précisé. Oui, je me laisse plus porter par le déséquilibre. Voilà. Parce qu'au fond, c'est illusoire, je pense, cette histoire d'équilibre. On est en permanence dans le déséquilibre. Mmh. Et je me laisse aller et porter par ça, ouais. Parce que, encore une fois, chaque aspect de mon individualité qui génère ça a quelque chose de positif à À en dire. tirer. L'intention positive inconsciente, on connaît très bien ça quand on est hypnothérapeute, mais dans la thérapie aussi. Tout ce qui me fait réagir, tout ce qui me fait parler, dire, a une intention positive. C'est dur à entendre. C'est dur tu sais, je me souviens une fois avoir reçu un couple de personnes qui avaient perdu leur enfant tout petit. Ils rentraient des courses, ils vidaient leur maison, ils rentraient les courses, et à un moment donné, ils voient plus leur gamin. Ils l'ont retrouvé mort, noyé dans la piscine. Horrible. Monstrueux. Une histoire monstrueuse. Alors bien sûr, le couple est dévasté. Je reçois monsieur, madame, j'aime pas recevoir les couples. Chacun, pour moi, a son espace de travail. Et les premières séances, on se dit rien, quoi. Il était muet. Sidéré, quoi. Et moi, j'étais tellement touché. Tu vois, tellement touché. Mais on se revoit. Il n'y a pas pire. Il n'y a pas pire. Et le seul truc que je trouve à lui dire un jour, c'est « Je comprends tellement cette part de vous qui a envie de mourir. » Et bim, ça a été le déclencheur. Il s'est effondré, ça y est. On avait remis un mouvement. Il lâche. Parce que, justement, enfin, quelqu'un n'était pas en train de lui dire « Ça va aller, tu sais, la vie, tu vas reprendre le dessus. » Non, 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 non. Là, il a juste envie de mourir, le gars. Bienvenue à cette part de toi. Tu vois, le bienvenu, c'est dur parfois, mais en même temps, je trouve que c'est un des beaux endroits où on peut arriver à se désamalgamer, à décoller le soi conscient de cette part. Parce que lui, il n'avait plus d'espace de conscience, hein, très peu. Ça faisait un tout. Tu as œuvré de la même manière avec son épouse? À quel endroit, à quel moment? Tu as fait la même chose? C'est-à-dire qu'elle, quand elle se présente individuellement et pas avec son mari, elle est aussi dans un mutisme? Ah, pardon. Oui, alors très rapidement, en fait, je ne la vois plus parce que je lui donne des références pour aller consulter de son côté. Moi, je suis pas formé en thérapie de couple. Non, elle avait cette capacité à verbaliser, à nommer les choses. Il y avait un mouvement. C'est ça aussi. Hein, moi, je suis admiratif, mais je crois que tu l'es aussi de la pulsion de la vie qui traverse les humains, quoi. Moi, je suis sidéré parfois. Moi aussi, moi aussi. Puis comment cet homme est là, ouais. Il est dévasté, mais il est devant moi, quoi. Après ça. Mais il est devant moi. Et s'il est là, c'est qu'il y a toujours, même si ça coule petitement, il y a cette pulsion qui te traverse. Mais il fallait un choc, quoi. Il fallait vraiment, et si c'est pas l'individu qui le fait, c'est souvent le thérapeute, dans un premier temps, pour justement le libérer de ça, tu vois, de lui donner plus d'espace d'ouverture et de conscience, et ce qui a permis de libérer l'émotion, typiquement, parce que moi, j'étais en train de dire, mais je comprends qu'à ce moment-là, t'as juste envie de mourir, c'est normal, en fait. Est-ce que c'est le thérapeute qui parle à ce moment-là, ou est-ce que c'est l'homme qui parle à ce moment-là, pour sortir cette phrase-là? Alors moi, je ne dissocie jamais les deux, hein. Moi, je suis un thérapeute qui parfois pleure avec mes consultants, hein. Je n'ai pas cette posture qu'on peut retrouver en psychanalyse, par exemple, et heureusement d'ailleurs, elle est intéressante, cette posture-là. Dans l'approche transpersonnelle, on est avec, quoi, on est ce qu'on dit en posture basse. Je suis avec toi, j'accompagne, je suis peut-être un petit peu devant pour essayer de nettoyer un peu le terrain. Suis-moi, on va regarder si c'est bien par ici, mais on y va ensemble. C'est du ensemble. Et quand on est là-dedans et qu'on est dans la relation,
ce que j'aime le plus dans ce travail, quand on est vraiment dans la relation, eh bien moi, je m'extrais pas de mes émotions. Hein. Et ça m'arrive de le dire. Oh, ce que tu dis là, ça me touche, mais tellement. Est-ce qu'un thérapeute doit le dire? Dans cette approche transpersonnelle, je pense que c'est extrêmement guérisseur, parce que de toute façon, c'est la relation qui va permettre le changement. C'est pas la technique, hein, c'est la relation. Donc, s'investir dans cette relation-là pleinement, je pense que c'est complètement indispensable. En revanche, ça veut pas dire que je suis empalé par l'émotion de l'autre. Je suis juste touché. Il m'a fallu un peu de travail, hein, parce qu'au début, tu sais, quand tu te retrouves tout seul dans ton petit cabinet, t'es formé, hein, moi j'ai fait 30 formations, je sais de quoi je parle, je pense. Ah, j'avais sous-estimé à quel point je me serais pris des bonnes baffes dans la tronche. Et le premier mois, je me suis dit, je vais être incapable de faire ce métier. C'est trop. Donc il a fallu que je dose, que je retravaille sur moi, que je me fasse superviser, pour être hyper au clair avec ce que je ressentais aussi. Parce que c'est pas ma souffrance, ça ne m'appartient pas. Bien sûr. Mais être touché, enfin... Tout le monde est empathique face à une situation comme ça. C'est merveilleux. Mais bien sûr. C'est merveilleux. Donc je suis complètement capable, dans la relation thérapeutique, de nommer ce qui se passe pour moi. Et c'est très gestaltique aussi, gestaltiste ça aussi. Hein. C'est tout ce qui est là, de toute façon, dans la relation, a du sens. Donc même parfois, quand j'ai une pensée qui me traverse, je la dis. Ah oui. Je dis, j'ai ça qui me passe, est-ce que ça te parle? Et c'est souvent extraordinaire, c'est souvent très fin comme approche. Est-ce que c'est parfois éprouvant? J'ai une de mes superviseuses qui me disait toujours, et je me l'applique, je le pense aujourd'hui très fortement, c'est un métier qui est simple, mais qui est très exigeant. Il est simple parce que au fond, si on aime la relation, si on est curieux, c'est extraordinaire d'aller à la rencontre. Il est exigeant parce que justement, moi je ne m'autorise pas à mettre entre moi et l'autre mon histoire. Donc ça veut dire qu'il faut être hyper au clair. Hyper au clair avec ce qui est en train de se jouer dans la relation transférentielle. Qu'est-ce que le consultant est en train de voir chez moi? Et en même temps, je laisse faire la relation transférentielle. C'est curieux d'en avoir peur, parce que là aussi c'est transformateur. Et en même temps, je suis hyper attentif à ce que je vais potentiellement contre-transférer. On ne peut pas empêcher ça dans la relation. Et je me souviens même en formation, une de mes formatrices qui disait, mais même dans la relation, il peut y avoir des sentiments amoureux. Alors ils n'ont peut-être pas leur place, mais on ne peut pas parfois les empêcher. Et il faut prendre une décision quand ça arrive. Et cette formatrice, ça lui était déjà arrivé. Bien sûr. Dans un groupe, dans une relation, on peut... Oui. Bien sûr. On peut ressentir une attirance. On entend souvent, et on a souvent le sentiment que entre le thérapeute et son client, patient, peu importe, il y a une frontière et une barrière, une ligne rouge qu'il ne faut pas franchir. Tu te l'autorises. Alors, il y a, et heureusement, de la déontologie. Donc, il y a des choses qu'on s'interdit. C'est le premier truc que je pose d'ailleurs dans les stages ou dans les individuels. C'est le non-passage à l'acte, quel qu'il soit. Absolument. Ça, c'est fondamental. Et ça, c'est, pour moi, la ligne rouge. Évidemment. Pour le reste, c'est de la matière vivante. Donc, bien sûr qu'il va y avoir des relations transférentielles. Et heureusement, à un moment donné, que je puisse servir d'étayage, que je puisse être un père, que je puisse être un enfant ou qui que ce soit, qui va servir d'appui pour que la personne puisse vivre sa transformation comme elle... Mais il va falloir que je me dégage de ça. Je suis très admiratif de ça parce que je trouve que si on devait schématiser, c'est une sorte de rôle d'éponge. Donc tu absorbes aussi parfois le mal-être, tout ce désarroi, toute cette tristesse, tu absorbes ça en tant que thérapeute. Et on peut imaginer que la sensibilité que tu as, à quel point ça peut t'impacter aussi, quelque part. C'était vraiment très vrai à mes débuts, hein, quand même. Par absence de préparation, tu sais, quand je me suis pris mes 3 premiers viols à entendre, par exemple, là, j'étais éprouvé. Là, je servais vraiment d'éponge, quoi. J'étais éprouvé physiquement, émotionnellement. Et du coup, je pense pas, à ce moment-là, avoir été le meilleur thérapeute du monde. Aujourd'hui, je me vois pas comme une éponge, tu vois. C'est vraiment ça qui est intéressant. Ou alors, elle absorbe moins.
C'est vraiment une question, je pense, de profondeur d'éponge. Absolument. C'est suffisamment doux et mou pour pouvoir sentir cette sensibilité. Parce que oui, je suis un être hypersensible. Et parce que j'aime bien accompagner la joie et la douleur et la peur, et vraiment avec plaisir, je pourrais le dire. Mais je me laisse pas aller plus loin dans mes propres couches parce que c'est quand même pas mon histoire. C'est pas la même chose, hein. C'est pour ça qu'on dit qu'on travaille jamais avec notre entourage ou avec qui que ce soit, parce que d'abord on est nul et on est embarqué émotionnellement dans l'expérience. Bien sûr, et il y a un parti pris. Et il y a forcément un parti pris. Tu sais, depuis tout à l'heure, j'ai une phrase dans ma tête là. On me dit comme ça. Alors, moi, j'ai pas de perception ou de canalisation ou quoi que ce soit, mais on me dit de te demander si tu considères cette phrase qui dit la vie est bien foutue. Est-ce que tu trouves que la vie est bien foutue? Ouais, je trouve qu'elle est sérieusement bien foutue. En tout cas, quand on est suffisamment en présence pour accueillir les leçons qu'elle nous donne. Encore une fois, c'est juste ça. Je pense que des fois, je trouve ça un peu gnangnan, tu sais, ou une spiritualité un peu basique d'avoir cette pensée-là qui dit qu'en effet, la vie, elle nous donne des leçons en permanence. Merde, c'est quand même assez juste cette affaire. C'est que si t'as pas compris, t'inquiète que tu vas remanger ça un petit peu plus tard d'une manière encore plus compréhensible pour toi-même. Même si ce que tu viens de dire là est juste, je repense à ce couple qui perd leur fils, qui se noie dans la piscine. Comment leur dire « Merde, c'est comme la vie est bien foutue quand même ». Oui, c'est pas comme ça qu'on va leur dire. Hein. Évidemment, au secours. Je fais un résumé évidemment très très trivial et très et qui est pas du tout une phrase de thérapeute. Mais tu comprends quand tu dis la vie est bien foutue et c'est quand même c'est juste. Waouh. C'est quel apprentissage on va faire de ça? Waouh, qu'est-ce que t'en fais de ça? C'est ça. De ce. Mais souvent, quand il y a des violences de cette nature-là, elles sont aussi prétexte à se questionner, bien sûr, autour du sens de la vie. Et déjà, rien qu'avec ça, qui est une pression existentielle, hein, quand même. Hein, qu'est-ce que je fous là? Eh ben, c'est comme un des motifs, même si c'est brutal, de se rencontrer avec un thérapeute ou avec soi-même d'ailleurs, et de cheminer. Et peut-être que d'ailleurs, en faisant cette expérience-là, on va se questionner autour de cette... tu prenais cette expérience, c'est une des plus brutales que je puisse expliquer parfois, hein, dans ce que j'ai eu à accompagner. Est-ce que ça a un sens dans une autre dimension? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre d'une incarnation? Pourquoi un môme a choisi de s'incarner juste pendant quelques années, quelques mois? Bon, ce sont des prétextes terribles, parfois. Je pense à saisir, en revanche, pour que chacun arrive à saisir le propre sens de son existence. Parfois, la vie, elle est douce, elle nous amène toute cette douceur, et puis, bien sûr, elle nous amène beaucoup de brutalité. C'est encore une dualité de l'humanité, quoi. Est-ce que tu sais, t'as des nouvelles de ce couple? Non, j'en ai pas. Non, je cherche pas à en avoir une fois que bien sûr. l'expérience thérapeutique et terminale ne m'appartient plus. Ouais, mais non, j'en ai pas. Moi, je suis profondément touché de ta sincérité. Je suis profondément admiratif également de voir à quel point tu as ce sourire sur le visage alors que tu es triste. Il y a une représentation que j'aime beaucoup aussi de l'humain, de l'être. C'est celle du mandala, le mandala de l'être de Richard Moss, qui est une magnifique représentation aussi. Et quand on arrive à être le plus au centre possible de ce mandala, tu imagines un cercle autour de moi, malgré ce qui se passe, j'essaie de me rapprocher du plus possible du centre qui est l'ici et le maintenant. Truc qui pour moi est un peu illusoire, mais bon, qu'on entend partout. Je me rapproche, je dis bien, pour moi c'est illusoire, mais je fais de mon mieux pour me rapprocher. Et quand je suis dans cet espace du déséquilibre, là, je peux regarder tout autour de moi et accueillir effectivement que même
dans ces premières heures ou premiers jours après son décès, j'étais à la fois tellement triste et j'ai raconté des conneries. Si tu savais, tout ce qu'il aurait aimé, tout ce qu'on faisait comme conneries ensemble. Je ne peux pas m'empêcher de ça. La vie, elle me traverse. Je pense que je voyais sa femme sourire. Et donc, nous sommes des êtres empreints d'une énorme ambivalence. On peut être dans cet endroit de tristesse avec parfois des parcelles de sourire parce qu'il y a la lumière qui passe toujours. La lumière passe toujours. Magnifique. Ça me touche profondément, ce que tu dis. Vraiment, vraiment profondément. Les livres de Frédéric, que vous connaissez sans doute, d'autres arrivent, il y a vraiment tout ce qu'il faut. Quel est celui, comme ça, là, pour lequel tu as j'ai une idée, mais j'ai une idée. Mais celui qui qui a une résonance particulière. Ah, le plus intime, c'est Petite déclaration d'amour. Évidemment. C'est le plus petit. Ouais. C'est celui qui m'a demandé le plus de travail. Parce que c'est un parti pris d'éditeur aussi de nous laisser carte blanche, comme il dit. Certains ont été surpris du fait que je parle de l'invisible parfois avec toute sa brutalité aussi. Parce que je crois qu'il y a ces deux endroits de lumière et d'obscurité dans l'invisible. Et je suis très fier aussi de révéler vos pouvoirs de chaman, qui est un pan aussi de ma vie, qui me reconnecte avec les esprits de la nature, qui fait partie de mon quotidien. Mais je les aime tous, tu sais, c'est des bébés. Évidemment, j'imagine. Je viens d'ouvrir la page 73, je tombe sur cette phrase qui dit « Heureux ceux qui ont l'esprit simple et innocent ». Dans la Bible. Dans la Bible. Ouais, c'est vrai. Après, il n'a pas de capacité médiumnique ou extrasensorielle, Marc. Extrasensorielle, mais pas du tout. Pas du tout. Il faudra que je vais m'allonger un jour. Il faudra que tu me fasses un truc. Voilà, il y a ça. Et puis, il y a évidemment la chaîne YouTube qui est passionnante, Hypnose spirituelle, Frédéric Barbet. Tu fais ça à la maison? J'ai un petit studio qui est pas aussi beau que celui-ci. Mais qui est très bien. Et je vais commencer à sortir de mon studio justement pour aller dans des lieux mystérieux, dont le château de Fougeray, dont Carnac, etc., pour aller à la fois mélanger un peu d'histoire, des belles histoires, un peu de perception. Je vais aller essayer de me brancher à ce qui s'y passe. On verra bien ce que ça donne. Tu vas passer une nuit à Fougeray? Oui. J'ai pas eu beaucoup de... Il n'y a pas eu beaucoup de monde qui a voulu me suivre, avec mon épouse tous les deux, avec un vidéaste. Ouais, c'est programmé, j'ai hâte de savoir ce qui se passe là-bas. Ouais, c'est assez étonnant. On a fait l'émission avec... J'adore cette femme. Avec Véronique. Elle est géniale. Ouais, Véronique Geffroy, qui est juste incroyable. Voilà. J'adore. Alors certains vont lui reprocher de faire du business autour d'un truc qui n'est pas peu importe. En tout cas, de toute façon, il faut faire vivre cet endroit. Elle a raison. Il faut l'entretenir, qui est déjà un gouffre exactement. Et je pense qu'elle s'en serait bien passée. Mais voilà, il se passe des trucs et c'est intéressant d'aller voir sur place. Ouais, j'aimerais bien aussi y aller. Ouais. Bah viens. Ouais, il faudrait qu'on fasse un truc. En tout cas, je sais que vous ne resterez pas insensible à ce rendez-vous qu'on vient d'avoir avec Frédéric, avec sa personnalité, avec son parcours de vie. Il y a des tas d'autres choses évidemment que vous lirez au travers de ses ouvrages. Allez le voir sur sa chaîne YouTube. Inévitablement, abonnez-vous parce que tous les gens qui le reçoivent, avec sa façon de le faire et sa façon d'appréhender la résilience des autres, le parcours de vie des autres, je trouve ça passionnant. C'est trippant de faire ce genre de choses. Si on sait quelque chose. Non, mais ça me rend vivant, ça m'anime quoi. Ouais, c'est totalement. Fou. Mais de temps en temps, je réécoute des interviews comme ça et je me dis, waouh, on a dit ça, waouh, il s'est passé ça, et c'est fascinant. Je te remercie infiniment, Frédéric. Merci de ton invitation. Je ne sais pas où nous allons aller, je ne sais pas ni comment on va y aller, mais je pense qu'on peut faire des choses ensemble sur des approches similaires. Voilà. Ce sera avec un immense plaisir. Merci à tous, commentez, partagez, on se retrouve très vite pour une prochaine rencontre. Salut.